Bonjour à tous, je suis Raffaele Antonutti de Sofracid Engineering. Aujourd'hui, je vais vous parler de consolidation technologique dans le secteur de l'éolien flottant. Ça, c'est la structure tout simple de la présentation. Donc, on va passer quelques mots sur Sofracid en tant que tel. Ensuite, on passera sur un statut du marché de l'éolien flottant vu d'aujourd'hui. Et ensuite, on passera, disons, dans le vif de cette contribution pour aller regarder ce que nous croyons être les drivers de la consolidation de notre point de vue, conception surtout, ce qui nous permettra enfin de conclure. Alors déjà, Sofracid Engineering, c'est une société d'ingénierie principalement implantée en France, qui est depuis fin d'année dernière est filiale du groupe d'ingénierie Ekiom, qui à la fois fait partie du groupe SNEF. Sofracid dispose de 4 business lines, dont disons qu'aujourd'hui je représente celle de l'offshore wind qu'on voit en haut à droite là. Spécifiquement de cette business line, elle bénéficie de l'expérience et de collaborateurs venant de l'expérience Naval Energy puis Saipem, spécifiquement en éolien flottant, conception, produit et déroulement projet éolien flottant. Et ensuite, pour les autres business lines, donc Sofracid se développe fortement sur les sujets de décarbonation, sur la business line green avec de l'hydrogène, et puis les autres business lines navales conventionnelles et décarbonation, plantes, donc industrie, process, conventionnel et décarbonation. Pour venir à notre sujet, le statut du marché. Ici, vous voyez sur la carte qu'on a compilé les projets aujourd'hui visibles au niveau mondial pour l'éolien flottant. On voit vraiment qu'il y a un foisonnement de projets dans des différentes géographies, drivés par l'Europe spécifiquement, plus que les autres et d'abord. En large partie, comme on le sait, ces projets sont des projets prospects commerciaux à venir. Si on regarde par contre les derniers temps, donc spécialement les perspectives et comment elles ont évolué entre 2023 et cette première moitié de 2024, on voit que malgré une augmentation de la volonté, de l'appétit, disons, le long terme pour des projets éoliens flottants, comme compilé par ces données de Westwood, il y a eu, dans le court terme, une contraction des perspectives de réalisation des prochaines années. Et cela, c'est dû à des différents facteurs. Disons que il y avait un peu un reality check latent dès début d'année dernière pour l'intervention de facteurs limitants internes et externes. Pour la partie interne, on peut notamment mentionner interne externe au secteur. Pour la partie interne, on peut notamment mentionner les bottlenecks en infrastructure et facteurs extérieurs. On le sait tous, la dégradation des conditions macroéconomiques qui sont passées par là. Du point de vue de l'offre, on observe aujourd'hui une grande quantité d'offres technologiques diverses et variées, notamment sur la partie conception fondation flottante, flotteur, sur laquelle on va se focaliser surtout pour dans cette présentation. On estime aujourd'hui plus d'une centaine de configurations différentes de flotteurs qui sont proposées et qui donc posent des questions tout simplement sur comment avancer à partir de cette grande diversité. On sait que cependant certaines technologies ont quand même fait leurs preuves sur des réalisations solides dont on a une bonne partie significative en Europe. On voit ici des exemples, mais donc c'est pour marquer quand même un point comme quoi le secteur arrive à avancer malgré certains vents contraires. Si on regarde ces développements technologiques d'un point de vue un peu conceptuel, celle des vallées de la mort technologique et commerciale, c'est un usage.
On voit pour l'éolien flottant que la grande majorité des concepts se retrouvent aujourd'hui dans des phases plutôt de développement initial, donc à gauche sur cette graphique, alors qu'on peut dire qu'une dizaine sont en train de traverser ou sont vers la fin de leur phase de démonstration. Quoi qu'il arrive, tout le monde, pour pouvoir accéder au marché, devra in fine traverser ce qu'on appelle la vallée de la mort commerciale, c'est-à-dire le passage entre le stade de démonstration au stade des fermes proprement commerciales. On peut imaginer, vu d'aujourd'hui, que les premiers passages pour les leading concepts auront lieu plutôt autour de 2030. Ce qui se passait avec les reality checks dont on parlait, c'est que pour un certain nombre d'acteurs, la perspective de commercialisation tend à s'éloigner. Et donc on me le voit un peu même graphiquement de cette représentation. La vallée de la mort commerciale se creuse, devient plus profonde, ce qui va devenir un catalyseur de justement consolidation, du moins pour la première génération de projets qui verront le jour. Or, si on regarde aussi le revers du médaillon de cette consolidation, on peut aussi considérer qu'elle soit nécessaire pour permettre justement les bons investissements dans les capacités de production qui doivent se concentrer sur, disons, des technologies données, sur des typologies données, de flotteurs notamment, ce qui pourra assurer les volumes. De la même manière, la consolidation elle est dans le bon sens pour aider dans le sens de la bankabilité, assurabilité des projets par la suite. Donc si sur ces sujets spécifiques-là, c'est pas trop on va dire le domaine de Sofrecide, là où on peut intervenir, et notamment c'est la suite de cette présentation, c'est comment est-ce que dans tout cela, quel rôle vont jouer les bonnes pratiques d'ingénierie vu de notre expérience de développement de concepts à partir de là. Et donc si on commence à visualiser ça, et il y a de tous les points de vue un besoin d'évaluation technologique, que ce soit d'un point de vue développeur de techno pour ces briques technologiques ou alors d'un développeur de projet pour le choix du concept, on se pose la question de sur quelle base on opère ces choix. Donc si on passe au vif de cette présentation, il y a une première conceptualisation de l'espace de choix technologique en tant que trilemme. On peut imaginer que des différentes solutions technologiques vont évoluer ou se localiser dans cet espace en fonction de leurs caractéristiques. Cet espace triangulaire au sommet duquel se trouve la notion de faisabilité, donc le fait d'avoir traité les risques techniques, évacué les risques techniques, la compétitivité, ce qui évidemment représente la capacité de en venir aux objectifs de CAPEX, OPEX, LCE de la filière. Et puis un troisième, le time to market ou to project, si on veut, c'est-à-dire la rapidité, s'il y a une suffisante rapidité pour pouvoir positionner ces technologies sur projet. Donc, pour donner quelques exemples, il y a dans ce trilemme la notion que plus on mieux remplit un critère, plus on risque de s'éloigner des autres. Ça peut être une tendance observable. Donc, pour donner des exemples, justement, si on se retrouve avec un concept qui est franchement faisable, et ça peut contenir une dose de conservatisme dans la conception, ce qui va le rendre potentiellement moins compétitif. Par exemple, un masse d'acier CAPEX, etc. Un concept particulièrement compétitif parce que contenant des briques technologiques de rupture, peut s'éloigner d'une utilisation rapide sur projet à cause de besoin de venir qualifier ces briques technologiques manquantes. Ça peut être l'exemple de flotteurs qui promettent une plus faible masse en acier primaire grâce à des ruptures, justement.
Et pour le troisième, time to market, par exemple, on peut imaginer la volonté de transposer très rapidement une technologie qui a fonctionné sur un projet, sur un nouveau projet. Mais alors, si on veut le faire vraiment très rapidement, il n'y aura peut-être pas le temps pour l'optimiser. Et donc, on s'éloigne de la compétitivité ou pas le moyen d'aborder les risques qui vont être associés au changement de contexte projet. Et donc, s'éloigner de la faisabilité. Ensuite, un autre outil pratique qu'on peut proposer dans cette réflexion, c'est celui d'évaluer les technologies et notamment les concepts avec une vision 360 degrés, sachant qu'il y a plein de sujets qui s'imbriquent un peu et qui déterminent en fin de compte les capacités et la pertinence des différentes solutions. Ici, on a choisi pour cette affiche les critères, disons, vus d'ensemble qu'on croit importants. Et donc, on pourrait avoir la tendance parfois à se focaliser sur un ou quelques de ces critères, mais il faut vraiment, on plaide vraiment la notion de faire le tour complet de tous ces critères. Souvent, on entend parler de masse d'acier primaire. Oui, c'est important, mais il n'y a pas que ça dans le CAPEX, par exemple. Et en plus, il n'y a pas que le CAPEX dans l'équation économique et de faisabilité d'un projet. Pour cet exemple-là, cette affiche, on a imaginé deux concepts technologie flotteur différents, complètement arbitraires, où un serait plutôt très fort en industrialisation, un autre serait plutôt très fort pour réaliser, pour pouvoir accueillir correctement une turbine éolienne dans les différentes facettes que ça prend. Par exemple, l'analyse en fréquence, pouvoir héberger une turbine éolienne en toute sécurité vis-à-vis des problèmes fréquentiels. Les deux vont être challengés. Il y aura un choix à faire en connaissance de cause, en ayant fait le tour un maximum de tous les sujets. Une fois qu'on se positionne sur un des deux projets, le fait d'avoir fait le tour aide aussi à identifier les points faibles. Supposons qu'on choisit le concept qui est bon en industrialisation, il peut être faible en critères intégration turbine, et alors il va falloir œuvrer sur un roadmap pour la suite du projet, pour pouvoir, ou du développement technologique, pour pouvoir améliorer ce point-là et arrondir un peu ce concept sur ce schéma-là pour arriver à réaliser le projet. Une autre vision qu'on peut se faire de ce point de vue-là, c'est de prendre les différents items qu'on évalue et de les regarder d'un point de vue du trilemme avec les trois critères. Donc, à quel niveau c'est faisable? Donc, on a levé les risques techniques. À quel niveau c'est compétitif? Et combien de temps ça va prendre? Il nous va prendre de pouvoir positionner cette solution de fabrication, de TNI, etc. Sur le projet cible. Ensuite, notre préconisation qu'on propose ici, c'est celle d'utiliser les principes de l'ingénierie système avec l'objet plateforme flottante, un maximum aussi, un peu comme le font les équipementiers, notamment les turbiniers. J'ai représenté en haut à gauche un cycle 1V d'ingénierie système qui va de la conception à la qualification d'un produit. Et le message, c'est qu'on s'occupe d'abord arriver à un niveau de maturité élevé, sécuriser un produit standard avant de le positionner un maximum en avance de phase avant de le positionner sur des projets. Et de résister à la tentation de faire les deux un peu en même temps parce que c'est pratique. Si on arrive à faire ça, on aura deux avantages primaires. Un sera celui de ne pas influencer son produit standard indûment par des conditions qui sont project spécifiques et pourraient être complètement rebattues sur un autre projet. Et deuxièmement, c'est de traverser proprement cette barrière que j'ai voulu représenter, diagonale, en ayant maîtrisé les risques avant de passer sur un positionnement du produit sur un projet commercial. Donc, en parlant projet, voici, on arrive en ce moment à un début de réalisation d'un projet.
Pour la partie conception, on voit par exemple ces 4 phases d'ingénierie assez classiquement, qui partent d'une préfid et qui arrivent jusqu'au detail design. Chacune de ces phases peut être éclatée en un certain nombre de composantes ou de tâches qui ont une très forte technicité. Vous les connaissez déjà bien. Il s'agit de réaliser un pre-design, etc. et passer dans les différentes parties, dans les différentes disciplines d'ingénierie pour arriver en vérification, à boucler une phase. À cause de la haute technicité de ces phases, ce qu'on préconise, c'est de positionner un processus qui soit un maximum standardisé pour qu'il soit répétable et pouvoir le contrôler proprement. Et ce processus devra s'appuyer un maximum sur des méthodes outils qualifiées pour arriver à ce but. Pour aller à un niveau au-delà, dans le détail, quand on arrive dans une phase de design, un requis qu'on identifie, c'est celui d'y arriver avec une vision développée de la fatigue structurelle du flotteur, comment il se comporte, où sont les points durs, quels sont les indicateurs pour pouvoir comprendre dans le cadre du projet quelle sera la difficulté de le faire boucler en fatigue, sachant que le calcul direct en fatigue pourra arriver potentiellement plus loin dans cette séquence de tâches. Donc d'avoir une idée éclairée de la fatigue du flotteur qui est dimensionnante. Deuxième point, c'est celui de s'intéresser au maximum à l'optimisation des grandes dimensions d'architecte naval. Donc c'est la tâche qu'on appelle global sizing d'un flotteur. Il s'agit là de répondre vraiment aux objectifs de CAPEX de l'industrie qui demandent d'être attentif, non pas seulement positionner un flotteur qui fonctionne, entre guillemets, mais trouver le meilleur flotteur pour un projet, une turbine donnée. En troisième, on remarque l'importance de s'occuper des aspects fréquentiels qui concernent l'intégration conception couplée turbine-flotteur dès le début. Il est nécessaire d'estimer les quantités relatives à l'analyse fréquentielle dès que possible et en temps utile pour pouvoir opérer son optimisation initiale que je mentionnais dans le point précédent. Ça, c'est un élément qui se découvre être un design driver très important et on ne peut pas en faire abstraction. Il y a aussi là une autre notion que celle de pouvoir boucler de manière efficace les processus de conception outillés par les outils d'ingénierie. Ici, je représente avec ce bouclage initial ici dans la partie amont d'une phase, la capacité optimisée, donc pouvoir boucler et modifier de manière efficace jusqu'à satisfaction les configurations dans la phase d'analyse de performance globale avant d'avancer et figer une configuration pour aller descendre dans la structure, on va dire. Et ça permet aussi d'assurer un maximum que nos boucles de design soient des boucles fermées et de ne pas réserver pour la fin d'une phase des surprises ou des non-conformités. De la même manière, on peut voir quelque chose de similaire sur la phase de vérification de composantes, notamment de structure, mais pas que, avec une nécessité de mettre en place une capacité d'itération efficace, rapide, qui tienne dans les temps, mais qui est quand même sécurisée, cette notion de close loop aussi pour la structure, et qui permettent d'optimiser, encore une fois, pour arriver aux objectifs de CAPEX de la filière. Donc pour conclure, on se trouve devant, alors dans l'éolien flottant, un marché qui a déjà commencé à faire ses preuves avec environ 250 MW d'installés et d'opérationnels aujourd'hui entre démonstrateurs et fermes pilotes. Il y a encore aujourd'hui une énorme diversité dans les offres technologiques, ce qui crée un environnement très riche, mais qui est potentiellement délicat vis-à-vis de la conjoncture qu'on a aujourd'hui et des premiers projets commerciaux qui auront besoin d'une consolidation technologique. Donc ce qu'on préconise de notre point de vue particulier de Sofrecide,
c'est qu'on mène le développement technologique de ces concepts sur la base et le choix aussi de concepts sur la base de considérations holistiques, faire le tour des sujets qui comptent, où on peut aussi assister grâce à notre expérience. S'appuyons sur plus d'une dizaine d'années de développement concept, et que cet engineering design, pour être efficace, devra s'appuyer sur des notions de system engineering, et savoir qualifier les briques technologiques et les produits en amont et séparément par rapport au projet. Et puis, en exécution des phases de conception, ingénierie, pouvoir s'appuyer sur des méthodes robustes, répétables, qualifiées. Et cela en connaissance de ce que sont les vrais design drivers de ces technologies qui ne sont pas forcément évidents, ce n'est pas une auto-évidence. Et je pense que j'ai fini. Je vous remercie. Et s'il y a des questions, il y a un petit peu de temps. Oui, une question? Donc là, si j'ai bien compris, vous essayez d'optimiser tout le design du parc éolien flottant, donc avec à la fois tout ce qui va être concerné les turbines, les flotteurs, le câblage, c'est à peu près ça? En réalité, là, on réfléchit plus au niveau de l'unité. L'optimisation d'un parc, c'est un sujet, évidemment. Tout ce qui est layout, disposition d'un parc, c'est très important aussi. Ce n'était pas le message qu'on voulait mettre dans cette contribution. Et si on retourne en arrière, on pense vraiment à comment faire en sorte que... Je vais peut-être aller ici. Comment faire en sorte que tous nos choix de conception au niveau de l'unité de série, qui est un flotteur d'éoliennes flottantes, puisse être optimisé et robuste dans les choix d'échantillonnage structurel et d'architecture navale qui déterminent les dimensions grandes et petites de cet objet-là. Bon, je vous remercie alors. Thank you.